On a le plaisir d'accueillir. Merci. Donc, on a le plaisir d'accueillir Cathy Clairbeau. Cathy est spécialiste de spectroscopie infrarouge. Elle est directrice de recherche au LATMOS, donc Laboratoire Atmosphère Milieu Observation Spatiale de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Donc, Cathy, en fait, donc, spécialiste de spectro-infrarouge et de son application pour des mesures des perturbations de l'atmosphère, de façon la plus générale. Et donc, c'est une activité qui est, si j'ai bien compris, au départ, une activité de recherche, mais largement utilisée pour ces mesures, donc essentiellement par satellite, dont tu vas nous parler. Et donc, je crois qu'elle va nous présenter ces deux facettes et aussi le traitement des données, qui semble être un paramètre important. Et je voudrais préciser qu'elle a reçu de nombreux prix, y compris la médaille d'argent du CNRS. Donc, merci de nous expliquer tout ce qu'on peut voir dans l'atmosphère grâce à cette méthode. Merci, merci à tous pour l'invitation et je vais essayer de résumer ce qu'on fait dans notre équipe au Latmos pendant les 3 quarts d'heure qui vont suivre. Alors ben voilà, ça c'est un peu le pitch de ce que je vais vous raconter. Déjà une petite intro, comme ça vous allez voir d'où je viens. Après, je vais vous montrer des exemples et j'ai dû choisir ce que j'allais montrer parce on fait beaucoup de choses dans l'équipe. Et donc, je vais commencer par citer le fait qu'il y a toute une équipe derrière, et je ne les citerai pas, mais vous verrez de temps en temps, il y a des noms qui apparaissent sur les slides. Et donc, moi, essentiellement, j'ai plus les mains dans les codes et dans les données. Et donc, c'est toute une équipe qui travaille derrière moi. Donc, il y a une douzaine de personnes qui sont situées au Latmos, qui est à Jussieu, et une autre douzaine de personnes qui sont situées à l'Université libre de Bruxelles. Et donc, voilà, toute cette petite équipe fait que vous allez voir qu'on exploite des millions de données par jour pour essayer d'en tirer des choses qui sont intéressantes au niveau sociétal. Et j'ai choisi quatre exemples. Donc, je vais vous montrer ce qu'on fait au niveau des températures. Chaque exemple va prendre une dizaine de minutes. Au niveau de la détection des feux, qu'est-ce qu'on voit? Au niveau de la détection des volcans, et qu'apportent les données satellites par rapport à la surveillance de l'agriculture, que ce soit l'élevage ou bien l'épandage d'engrais. Et alors, à la fin, pour vous tenir réveillé, je vous montrerai une petite découverte qu'on a fait par hasard l'année passée et un mystère encore non résolu. Comme ça, vous pourrez cogiter après si vous avez des idées. Ok, ça c'est ma petite intro. Ça c'est une photo de l'école où j'étais. Donc ça c'est moi quand je suis petite en fait. Et donc à ce moment-là, j'ai réfléchi à comment j'allais vous introduire tout ça. À ce moment-là, je ne suis pas spécialement branchée sur les maths et les sciences. Mais pourquoi? Parce que ce qu'on voit à l'école, c'est, je sais pas, les os des animaux et des trucs comme ça. Ça m'intéresse pas du tout ça, en fait. Moi, ce qui me fait rêver, c'est les étoiles, ben, comme la plupart des gamins, je pense. Et en particulier Spirou, que je lis beaucoup, et dans laquelle il y a Yoko Tsuno. Alors elle, c'est super, c'est une fille, et c'est une vedette et tout. Et elle va rencontrer ses petits amis bleus quelque part au fond de l'atmosphère. Et à ce moment-là, je commence à faire mes petits cahiers au lieu que ce soit des journaux intimes. J'écris, je découpe dans mes Spirou ce que je trouve. Ça vient de mon Spirou en fait. C'est la sonde Voyageur qui est lancée à ce moment-là, Voyageur 1 un peu avant et Voyageur 2. Donc là, j'ai 12 ans en fait et je fais mes petits cahiers. Donc ça, c'est ma petite écriture de 12 ans. Et, euh, et ça me fascine absolument. Je ne fais pas du tout le lien avec tout ce qu'on voit à l'école, les maths, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Et ce qui me fascine par-dessus tout, c'est la petite pancarte, je ne sais pas si vous vous rappellerez de ça, sur les voyageurs avec les deux bonshommes et le condensé de ce qu'est l'humanité. Donc voilà, alors à ce moment-là, évidemment, vous l'aurez deviné, ben, je rêve d'être Thomas Pesquet, qui est seulement en train de naître. Donc je ne rêve pas encore d'être Thomas Pesquet, évidemment. Puis bizarrement, ça ne se passe pas, je ne deviens pas Thomas Pesquet. Pour la petite histoire, j'ai quand même candidaté à la fin de ma thèse pour faire partie du pool des astronautes et je me suis fait retoquer dès la première truc parce que j'ai pas des bons yeux en fait, donc, donc ça marchait pas. Alors je me recycle un peu, je me dis c'est pas grave, on va continuer sur les satellites, mais je vais regarder ce qui se passe dans l'atmosphère terrestre. Il se passe des années, hein, bien sûr, entre tout ce que je viens de vous raconter. Donc là, j'ai un peu de chance parce qu'à la fin de ma thèse, donc ça c'est une photo pendant ma thèse, je fais de la spectroscopie, mais vraiment de la spectroscopie pure et dure dans un laboratoire. Et je fais de la spectroscopie expérimentale, ça c'est la manip en fait sur laquelle je travaillais avant.
Donc là, il y a une cellule, il y a un spectromètre à transformer de Fourier. Ça consiste à mettre des gaz dans cette cellule et observer ce qu'on appelle les spectres de ces gaz. Ici, vous avez un exemple de spectre pendant ma thèse. Ça, c'est le SO. Et donc, je fais ça, c'est assez. Enfin, c'est pas facile, quoi. On dépend de matériel qui casse, on dépend de tas de choses. Donc, parfois, je dors à côté de mon spectro pour être sûr que ma manip ne s'arrête pas, etc. Enfin, j'aime bien ce que je fais, mais je trouve ça assez lourd, en fait, assez difficile. Vers la fin de ma thèse, en fait, j'ai une opportunité, c'est de travailler sur les substituts des CFC. Vous vous rappelez, à ce moment-là, il y a toute l'histoire autour du trop d'ozone qui arrive. Et donc, les industriels sont en train de développer des substituts qui sont soit les hydrochlorofluorocarbures, soit les hydrofluorocarbures. Et ils veulent savoir leurs propriétés spectroscopiques. Donc là, j'ai un peu de chance et j'ai ma manip qui est prête. Donc, hop, on les met dans la cellule, on enregistre leur spectre. Et donc, je parviens à faire une sorte de bricolage de thèse avec toutes les manips que j'ai fait. Voilà. Et j'ai un autre coup de chance, c'est que je peux assister à ce moment-là à une école d'été qui est organisée par le CNES. Je ne sais même pas si je sais ce que c'est le CNES à l'époque, parce que je suis en Belgique. J'ai oublié de vous dire que ma thèse est en Belgique. Et là, en fait, c'est organisé par le labo dans lequel je suis maintenant, qui a changé de nom plusieurs fois. Mais là, je rencontre plein de gens intéressants et je me dis, oh là là, mais c'est super intéressant. C'est des applications sociétales concrètes. Ils surveillent le trop d'ozone, ils surveillent des tas de choses avec des mesures au sol. Et donc, je reste connectée à plusieurs des personnes dont je me fais copain là. Et puis, eux commencent déjà à travailler sur un concept de mission satellitaire. Il faut savoir que les missions satellites, elles sont imaginées très, très longtemps avant qu'elles soient lancées parce qu'il y a toute une... Enfin, voilà, c'est compliqué. Il faut une opportunité de lancement, il faut pouvoir avoir des contacts avec les industriels qui développent les instruments, il faut convaincre tout le monde de l'intérêt des questions sociétales apportées par les mesures qui vont être faites par les instruments, etc. Et donc, il travaille sur, à l'époque, un concept de mission. C'est un gars qui s'appelle Gérard Mégy, qui a été président du CNR, et c'est à un certain moment qui porte ça, et qui s'appelle YASI. Vous voyez le super logo de l'époque, on a fait des progrès en design depuis. Et donc, voilà, il travaille sur ce concept de mission. Et donc, moi, quand j'ai terminé ma thèse, je reste intéressée par tout ça. Et j'ai la chance, en fait, c'est un spectromètre à transformer de Fourier qui est embarqué sur un satellite. Vous avez une image là. Et donc, il fait un truc qui fait à peu près 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Et donc, à l'époque, naïvement, je prends le postdoc en disant, ben voilà, l'instrument va être lancé bientôt. Mais après, on sait que bientôt, en fait, pour les satellites, c'est jamais bientôt. Donc, si j'avais su, ben, je crois qu'à refaire, je le referais maintenant. Mais j'ai attendu 13 ans avant qu'il soit lancé, donc c'était très, très long. Maintenant, il est lancé, il vole depuis 2006, en fait. Et donc, maintenant, on croule littéralement sous les données. Et donc, ma vie, en termes de publication, c'est un peu comme ça, très, très lentement. Et puis, d'un coup, on a eu les données et puis, il y a eu plein de publications. Et donc, je vous montre à quoi ça ressemble, ce satellite. Je vais démarrer le truc, voilà. Donc, c'est un cube comme ça. Il y a un spectromètre à transformer de Fourier à l'intérieur. Donc, c'est exactement comme un manip de labo, sauf qu'il est portable. Et donc, il mesure de manière un peu moins précise, mais il mesure très bien. Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde les émissions infrarouges de la Terre. Et il enregistre ce qu'on appelle des spectres atmosphériques. Donc, c'est la signature de toutes les molécules qui sont présentes dans l'atmosphère entre la surface et le satellite. Alors, il y a 3 missions qui ont volé. La première, en fait, ne vole plus. Elle a été, enfin, il est toujours là, mais en fait, elle a été désactivée. Et il y en a encore 2 qui volent. Et alors, donc, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde les molécules qui vibrent et qui tournent dans l'atmosphère. Et donc, tout le méthane, l'ozone, le CO, etc., je vais vous les montrer, tournent et vibrent et font des transitions, ce qu'on appelle revibrationnelles, qui ont une signature spectrale spécifique. Donc ça, c'est un exemple de mesure YASI. Ici, vous avez un exemple, et on en a 1 million par instrument par jour. Et donc, en fait, en gros, on a 2,5 millions de mesures comme ça chaque jour à analyser. Qu'est-ce qu'il y a dans ces mesures? Il y a tout ce qu'il y a entre la surface de la Terre et les détecteurs du satellite. Et donc, essentiellement, ce que vous avez, la ligne ici, c'est ce qu'on appelle la ligne de base, c'est la température de la surface de la Terre, qui est comme un corps noir. Et tous les signaux que vous voyez là, un peu comme des codes barres dans un grand magasin, ce sont les absorptions infrarouges des gaz qui sont dans l'atmosphère. C'est proportionnel à 2 choses, leur concentration et la température dans l'endroit. Donc ici, par exemple, ce sont les bandes du dioxyde de carbone. Il y en a une ici, il y en a une ici. Le gros du signal vient de la vapeur d'eau, hein, c'est le principal gaz à effet de serre. Il y a d'autres gaz à effet de serre, comme le méthane, par exemple, le N2O. Il y a l'ozone ici, qui a un signal très reconnaissable vers 10 microns. Alors, les spectroscopistes infrarouges, ils parlent toujours en nombre d'ondes, en centimètres -1, c'est plus facile. Et
Puis il y a d'autres gaz, et je vais vous montrer comment on fait pour essayer de deviner les concentrations des gaz, en fait. Alors, je vais passer beaucoup de temps à vous montrer certains gaz, donc le monoxyde de carbone, qui reste ma molécule préférée, et je vais vous montrer d'autres gaz qui absorbent de cet endroit-là. Il est très intéressant cet endroit-là parce que vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'absorption. Donc, tous les petits signaux, même faibles, on peut les détecter. Alors, je vous explique ça. La première chose que je vais vous montrer, parce que c'est le plus facile, c'est comment est-ce qu'on mesure la température. Et donc, il faut savoir que l'instrument, qui s'appelle donc IASI, il vole à bord des 3 satellites METOP. Et c'est en fait l'instrument qui apporte le... Ce n'est pas du tout le seul, mais c'est un des instruments qui apporte des informations pour faire les prévisions météorologiques opérationnelles. Et donc, on peut... mais cet instrument, donc c'est un très bon sondeur d'humidité et de température. Et donc, comment est-ce qu'on restitue la température? Bien, vous avez ici un spectre IASI, mais que je vous ai mis, ça c'est le spectre brut avant. Et ici, c'est différents instruments, on vous donne juste la couverture spectrale. Donc, c'est une partie de la radiation infrarouge émise par la Terre. Ici, c'est une mesure, c'est une simulation. Et donc, ce qu'on voit avec IASI, c'est ce qui est en rouge ici. Donc, c'est une partie de ce signal-là. Pourquoi pas tout? Parce qu'il y a de la redondance. En fait, on a une grande partie de la vapeur d'eau qui absorbe ici sur le côté droit de la courbe en cloche, c'est une courbe de Planck en fait. Et c'est très redondant avec ce qui se passe à gauche. Donc, on n'a pas fait les détecteurs de manière à tout mesurer parce que ça ne sert à rien, c'est très redondant. Et donc, ça va du milieu de la bande d'absorption du CO2 ici à tout au bout ici. Et cette courbe de corps noir, c'est plus facile de la regarder si on divise par simplement une fonction qui a la forme ici de la courbe de corps noir. Donc, c'est ce qu'on retrouve ici. Ça, c'est un vrai spectre IASI, en fait. C'est le même que celui que vous venez de voir dans le petit film. Et alors, on peut faire des simulations, ce qu'on appelle en transfert radiatif, qui vous montrent quelle molécule absorbe où. Pour ça, on connaît bien, parce qu'il y a d'autres personnes avant qui ont fait des mesures en température, des mesures en laboratoire de toutes ces molécules. On connaît leurs propriétés, c'est bien documenté dans différentes bases de données. Il y a des bases de données comme ITRAN ou GESA, par exemple, qui fournissent toutes ces caractéristiques. Alors, c'est ce qu'on peut faire ici. Ici, ce sont toutes les molécules qui sont, entre guillemets, là tout le temps, quoi qu'il arrive, parce qu'il y a des concentrations importantes de méthane, de CO2, d'ozone, etc. dans l'atmosphère. Plus intéressant, il y a celles qu'on voit très, très faiblement. Ici, l'échelle, c'est une échelle arbitraire. Ce sont toutes celles qui absorbent ici dans la fenêtre qu'on appelle la fenêtre atmosphérique, entre 8 et 12 microns. Il y a une fenêtre où il n'y a que l'ozone qui absorbe. Et donc, ces molécules-là, c'est intéressant parce qu'on peut les détecter pour peu que l'instrument ait un rapport signal sur bruit qui soit bon, parce que c'est à peu près de l'ordre de grandeur du bruit. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas imaginé au départ. Ça, c'est ce qu'on appelle le science plan, c'est le sorte de guide au départ pour concevoir la mission avec les questions scientifiques importantes. Donc, cette mission-là, par exemple, le premier but, c'était d'apporter des informations relevantes pour la météorologie, c'est-à-dire température, vapeur d'eau, etc. Après, but secondaire, c'était qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en composition atmosphérique ou chimie atmosphérique. Alors, il faut savoir que en fait, la mission, elle est surtout connue maintenant pour ça. C'est un excellent sondeur atmosphérique, mais elle n'a pas vraiment été optimisée pour ça. Ça, c'est ce qu'il y avait dans le fascicule au départ. Donc, on allait mesurer tous les gaz à effet de serre et aussi le monoxyde de carbone, le HNO3, peut-être les CFC. Et ici, en fait, c'est ce qu'on mesure actuellement. On est exactement à 33 molécules détectées. Bon, chaque année, on en a rajouté une ou deux, mais là, je pense qu'on a à peu près trouvé tout ce qu'il y avait à trouver. Et donc, je ne vais évidemment pas vous montrer tout ça. Je vais choisir mes exemples. Et elles ne sont pas non plus détectables tout le temps partout. On va voir que dans le cas des volcans et des grands feux, par exemple, les grands feux, typiquement, ça émet plein de molécules parce qu'il y a plein de molécules, il y a une soupe de molécules dans les fumées des feux. Alors, ce que je ne vais pas décrire en détail parce que ce serait trop long et trop compliqué et je vais vite vous perdre, je pense, c'est ce qu'on appelle les algorithmes de traitement pour analyser ces milliers de données, donc, millions de données. Donc, comme vous imaginez, le problème, c'est qu'on a un problème d'organisation. On reçoit ces données avec une antenne qui est sur le toit de la fac, à Jussieu, et on les reçoit, quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, on les reçoit. Et donc, il faut les traiter le plus vite possible. Donc, nous, on les traite en quasi-temps réel. Elles ne sont pas toutes intéressantes. Si je vous montre, par exemple, ce qui est arrivé aujourd'hui sur l'océan Pacifique, il n'y a pas grand-chose à voir parce que voilà, la concentration de l'air est toujours un peu la même. Ce sera probablement la même que celle de demain à la même heure, etc. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une sorte de pré-processing des données assez rapide et puis on garde les données les plus intéressantes qu'on regarde dans le détail.
Et chacun dans l'équipe, les 25 personnes de l'équipe, sont un peu spécialisés dans certaines choses. Certains sont spécialisés dans l'ozone, par exemple, certains dans les feux, certains dans la détection des composés qui sont émis par les volcans, etc. Donc chacun voilà, s'empare de son sujet qu'il connaît bien. Juste en 3 mots, on a 3 types d'algorithmes. On a ceux qui servent qui fonctionnent sur des techniques de moindre carré, qui servent en fait à dériver des profils de concentration. Ça, c'est le cas, par exemple, pour le monoxyde de carbone et l'ozone et l'acide nitrique. Ici, ce qu'on veut avoir, c'est des profils de concentration en hauteur, sachant que c'est quand même assez limité, mais en gros, pour l'ozone, par exemple, on peut distinguer l'ozone près du sol, qui est un polluant, de l'ozone qui est dans la stratosphère, qui nous protège des rayonnements ultraviolets. On a au moins ce qu'on appelle 2 éléments d'information différentes. Ça, c'est un type de traitement informatique qu'on fait pour analyser les données. On en a d'autres. On a des processus très rapides ici qui sont basés sur les réseaux de neurones. Ça, si on veut analyser plein de composés en même temps qui absorbent très faiblement, c'est ce qui marche le mieux, en fait, pour ne pas perdre trop de temps dans les analyses. Et on a un 3e type d'algorithme qui est relativement nouveau, c'est de l'analyse en composantes principales et qui permet de détecter des événements exceptionnels par rapport à une sorte de routine qu'on pourrait mesurer tous les jours. Et donc, je ne vais plus repréciser chaque fois dans les exemples que je vais vous montrer quel algo on utilise, mais sachez que voilà, il y a des ingénieurs qui ont passé toute une partie de leur vie à développer ces algorithmes, à les optimiser. OK, alors je reviens à mon spectre de départ. Si on veut mesurer les températures, par exemple, on va se servir du fait que le CO2 dans l'atmosphère, il est très constant. Donc, comme vous savez, le temps de vie du CO2, il est très long, hein, sinon c'est pour ça que c'est un gaz à effet de serre. Il est très long, il est très, très bien réparti tout autour du globe. C'est plusieurs dizaines d'années de durée de vie. Et donc, on se sert du fait que ici, les signaux, ils varient en fonction et de la température et de la concentration. Si la concentration est très stable, ce qui est le cas du CO2 par exemple, eh bien, on peut pouvoir dériver la température à l'endroit de l'observation. Et donc, pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle les canaux, c'est tous les petits points qu'il y a ici dans la bande du CO2. Et on va utiliser ces canaux et essayer de dériver des profils de température. Alors là, il y a 8000 canaux pour vous donner une idée. Et donc, ces canaux, ils n'ont pas tous la même sensibilité verticale. Je vous donne un exemple ici d'une série de canaux qu'on utilise pour analyser les températures. Et donc, vous avez ici l'échelle altitude en pression. Et ce qu'on appelle les jacobiens, ça donne la sensibilité en fait des différents canaux. Et donc, en combinant, en utilisant, si on utilise un seul canal, on se retrouve sur une des courbes ici. Si on combine plein de canaux qui appartiennent à cette bande-là et à celle-là, bien, on scanne toute une partie de l'atmosphère et on peut avoir des profils de température qui sont assez précis. L'ordre de grandeur, c'est une précision d'à peu près 1 Kelvin par kilomètre. Et donc, on a un profil qui s'étend du sol jusqu'à une trentaine de kilomètres d'altitude. Mais qu'est-ce que ça donne? Si on regarde, ben ça donne en fait, on peut analyser différents phénomènes. On peut regarder les températures en routine, mais on peut regarder des événements exceptionnels. Il y a par exemple parfois des masses d'air qui viennent de la stratosphère qui se répartissent dans la troposphère. On appelle ça les réchauffements stratosphériques soudains. Il y a des événements de chaleur extrême ou de froid extrême aussi, qu'on peut regarder aussi. Et puis, on peut regarder des tendances. Ici, c'est pour vous illustrer juste, c'est une coupe de l'atmosphère et c'est la tendance sur toute la période d'observation IASI, c'est-à-dire depuis 15 ans d'observation IASI. Mais on observe, comme on s'y attend, un réchauffement dans le bas de l'atmosphère. Donc, c'est une coupe en tranches d'atmosphère. L'hémisphère nord est ici, l'hémisphère sud est ici. Et donc, on voit en fait une tendance au réchauffement dans la troposphère, une tendance au refroidissement dans la stratosphère. C'est ce que montrent les autres instruments, les modèles, etc. aussi. Et une tendance aussi à un réchauffement observé fort dans l'hémisphère nord. Alors, typiquement, par exemple, ce qui se passe cette semaine, ça c'est la même chose, mais pour l'année passée, à peu près à la même époque, eh bien, on a, j'ai pas la carte pour aujourd'hui, mais pardon. Mais ça va ressembler à ça si on regardait. Voilà, ça c'est l'anomalie de température par rapport aux autres mois d'avril des années antérieures. Et ce qu'on voit, c'est typiquement une descente d'air froid. Je suis sûre que la carte pour aujourd'hui, c'est à peu près la même que ça. Ça, c'est à 2 km au-dessus du sol. Et ben voilà, si vous avez regardé les news ce matin, la crainte des agriculteurs, c'est que les bourgeons gèlent voilà, ici sur les vignes, par exemple. Et donc, je suis sûre que la carte, si on regardait aujourd'hui, elle ressemble à peu près à ce qui était l'année passée, à peu près à la même date. Non, d'ailleurs, ce n'est pas l'année passée, c'est il y a 2 ans. OK. Alors, ça, voilà, ça c'était un premier exemple, les températures. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on voit sur les feux.
Alors ici, j'ai d'abord une petite vidéo pour expliquer. Donc le meilleur traceur de feu, c'est le monoxyde de carbone. Et le monoxyde de carbone, il est lié à toutes les activités de combustion de fuel fossiles ou de végétation. Et donc, ben, il y en a beaucoup qui fonctionnent au monoxyde de carbone. Et donc, qu'est-ce qu'ils voient? Les grands feux, comme ici lors des défrichages de cultures en Afrique, parfois en Amazonie ici, comme celui qui apparaît là. La pollution qui est liée en Chine, le fait qu'il y a encore beaucoup de charbon, etc., et qui voyage d'un continent à l'autre. Ici, on va voir un grand feu en Indonésie, parce que là, c'est des feux récurrents qu'il y a. Et ça, on a pris exprès l'année où il y a eu un record de feux. Et donc, ça, c'est en 2000, c'est une année El Niño, donc c'est en novembre 2015, il y a eu vraiment des feux importants. Vous voyez que ça se répartit géographiquement. Et le monoxyde de carbone, voilà, ça c'est la même chose, mais une année comparée à une autre. Ça, c'est une année type, c'est 2014, avec des feux importants et les transports qui se passent au-dessus des océans. La pollution en Chine, les grands feux en Indonésie, ça se produit de manière récurrente chaque année. Juste en dessous, vous avez 2015 et vous pouvez voir que les feux en Indonésie cette année-là étaient très, très importants. Pourquoi? Parce que c'est une année El Niño où il faisait particulièrement chaud et sec dans cette région du globe. Et vous voyez qu'en fait, le monoxyde de carbone, ça boucle. Ici, on a l'animation sur quelques mois. Il reste à peu près 2 mois dans l'atmosphère. Il s'accumule en hiver quand il y a beaucoup de chauffage qui s'additionne au trafic automobile, etc. Et puis en été, comme il est assez réactif et réagit avec le radical OH dans l'atmosphère, les niveaux de concentration de monoxyde de carbone baissent. Et donc, il a un temps de vie à peu près 1 mois en été, à peu près 2 mois en hiver. Donc, ça permet vraiment de voir les transports de fumée, mais le monoxyde de carbone, c'est un traceur qu'on ne sent pas et qu'on ne voit pas, mais qui est transporté en même temps que les fumées. Alors, je vous donne un autre exemple d'application qu'on peut faire. On peut comparer, en fait, ici, les cartes d'Amazonie et le brûlage de la forêt sous différents présidents. Et donc, vous voyez qu'il y a des années, voilà, par exemple, Dima, je ne sais plus elle était un peu plus, voilà, elle faisait un peu plus attention à sa forêt que Bolsonaro, par exemple. Et donc, ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire maintenant parce qu'on utilise les mêmes algorithmes exactement pour l'année 2007, si on compare à l'année 2022. Et donc, l'ensemble de données est complètement cohérent. Oui, je devrais peut-être spécifier ça. L'instrument, il est assez exceptionnel dans le fait qu'il est très, très stable dans le temps. Donc, sa source, c'est l'émission infrarouge de la Terre qui ne change pas et les détecteurs sont extrêmement stables aussi. On a des moyens de contrôler ça. On fait des validations fréquentes et en fait, ils ne dérivent pas du tout. Il y a d'autres choses qui pourraient lui arriver, mais le signal ne dérive pas du tout, ce qui fait qu'on peut comparer des données sur le long terme. Et ça, c'est très utile aussi. Un autre exemple de feu, il y a eu des feux vraiment exceptionnels à la fin 2019, début 2020 en Australie. Et donc ça, c'est une image visible avec un autre satellite qui s'appelle MODIS qui vous montre les points chauds, en fait, et la fumée qui part ici, vous voyez, qui part à l'est de l'Australie et qui va être transportée par les vents. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on voit avec le satellite? Si on fait les images en traçant les choses vues du pôle, ce qu'on voit en fait, c'est voilà, ce transport de monoxyde de carbone. Donc ça, c'est 3 jours au début janvier 2020. Les 3 jours suivants dominants, on a ce monoxyde de carbone qui est transporté partout et qui permet de surveiller jusqu'où les fumées se sont étendues. Donc, par exemple, des collègues qui ont des instruments de mesure en Antarctique ont dit qu'ils avaient vu des particules de suie sur la glace. Et donc, ça, c'est directement lié au feu d'Australie qui se sont, voilà, on le voit ici, hein, on a un peu de contamination avec les données du satellite. Un autre exemple, il y a des grands feux en Californie à peu près chaque été. Ici, c'est l'été 2020. On voit qu'on a des feux qui émettent ce CO2 et qui va réussir à traverser l'océan Atlantique, atteindre les côtes. Et donc, on a des instruments. Par exemple, nous, sur le toit du cieux, on a vu passer ces grands feux. Donc, on a vu du monoxyde de carbone en concentration plus élevée que d'habitude. Voilà, ici, vous avez un panache qui traverse. Et donc, c'est un peu saccadé parce qu'on a un passage du satellite tous les matins à 9h30 et tous les soirs à 9h30. On voit le soir parce que c'est l'émission infrarouge, hein, donc c'est comme les lunettes à infrarouge. Là, on voit le soir. Par contre, c'est un peu saccadé dans l'animation puisqu'on voit que le matin et que le soir. Et donc, chaque fois, c'est vers 9h30 en heure locale partout. Alors, quels sont les endroits qu'on ne voit pas? Eh bien, on ne voit pas, par exemple, s'il y a des nuages. Quand il y a des nuages,
pour nous, si c'est des nuages très denses, ce qu'on voit, c'est tout ce qu'il y a au-dessus du nuage. On a l'impression que c'est la surface de la Terre. On voit que ce qu'il y a au-dessus du nuage. Mais si on fait des moyennes sur quelques jours, comme ici, vous ne voyez plus les nuages, parce que sur quelques jours, les nuages ont bougé. Et en fait, on a toujours une donnée le lendemain ou la veille à l'endroit qu'il faut. Donc, c'est pour ça que souvent, on moyenne les cartes sur 2-3 jours pour ne plus avoir de trous liés aux nuages. Ici, vous avez un exemple de ce qu'on voit avec l'algorithme de détection des événements exceptionnels. Et donc, on a ici des pics qu'on doit identifier. Pour cela, on se sert des propriétés microscopiques des gaz qu'on connaît bien. Et donc, on a ici identifié tous ces pics-là. C'est lié, par exemple, à HCN, HC2H4, CH3OH, HCOH, etc. Tout ça, ce sont des molécules qu'on retrouve très facilement dans les feux. Et la concentration des différentes molécules va dépendre du type de truc qui brûle. Et donc, ça aussi, on peut surveiller, en fait, avec ce qu'il y a dans les fumées des feux. On peut aussi donner une espèce de diagnostic de qu'est-ce qui a brûlé, en quelle proportion, etc. Alors, je fais une petite parenthèse. Quand on était au début du confinement, on a tous été coincés chez nous. Et donc, c'était un peu la déprime totale dans l'équipe. Sauf que nous, les données continuent à arriver. Et donc, on s'est dit, on va regarder nos données et on va voir si on voit quelque chose lié au fait qu'on était justement en confinement. Et donc, on a commencé à regarder. Et par exemple, au-dessus de la Chine, on a vu très clairement. Merci. Et donc, quand on compare ici, alors je vais vous expliquer ce qu'on va voir. On va comparer la période de confinement qui a commencé en Chine avant chez nous. Donc là, on est en février. Nous, en tout cas en France, c'était à peu près vers le 18 mars, je pense, la période de confinement. Et en Chine, c'était un mois avant. Et donc, en gros, on compare avant le confinement en Chine, pendant le confinement en Chine et après. Après, c'est la colonne de droite. Et donc, ce qui passe, on a comparé 2020 à l'année précédente. 2020, par exemple, il y avait plus de monoxyde de carbone en Chine. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on a été regardé un peu plus bas. Il y a des feux en Malaisie et le transport des vents est plutôt vers le nord. Et donc, c'est une année où il y a beaucoup de monoxyde de carbone. C'est non seulement les feux, mais le monoxyde de carbone qui est émis en routine, on va dire, par toutes les activités industrielles en Chine. Si on peut comparer à l'année d'avant, voilà. Après, on a le confinement qui arrive et on voit là, il y a les industries qui ferment, il y a le trafic automobile qui s'arrête complètement, etc. Et donc, on voit une chute du monoxyde de carbone, à peu près 40% par rapport à la même époque l'année qui précède. Et puis après, le confinement s'arrête et là, on voit que le monoxyde de carbone retrouve des niveaux de concentration qui ressemblent à ceux des années précédentes. Et donc, pour nous, c'était assez excitant tout ça parce que du coup, on a vu un truc qu'on n'avait jamais vu avant, pouvoir comparer l'impact sur une période de confinement. Et je vous le remontrerai juste après sur une autre molécule où on a vu autre chose au-dessus de Paris. Alors, je regarde l'heure. OK, maintenant, je vais vous montrer ce qu'on fait au niveau de la détection des panaches de volcans. Alors ici, j'ai aussi une petite vidéo. Hop. Donc, le SO2, on voit deux choses. On voit certaines émissions industrielles et certaines, notamment dans les endroits de nouveau où il y a du brûlage de charbon et où il y a des industries importantes, voilà, extraction de métaux, par exemple, ici. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des émissions de SO2 qu'on voit quand on moyenne longtemps sur les données satellites. Ici, c'est Norilsk, une ville quelque part en Russie. C'est vraiment une cité industrielle où il y a de l'extraction de composés soufrés. Et donc, on voit très, très bien la signature par satellite. Plus facile à voir parce qu'avec des concentrations plus importantes, ce sont les volcans. Donc ici, vous allez voir plusieurs volcans. Chaque fois, le petit triangle, c'est un volcan. Et on voit en fait le panache de fumée dans les jours qui suivent l'éruption qui est transporté par les vents. Nous, on surveille en fait le SO2 et dans une certaine mesure, on surveille les cendres volcaniques aussi. Vous avez différents volcans ici depuis le début de la mission. Parfois des dessins qui sont très, très jolis parce que ça dépend de comment les vents en fait, évacuent ce panache. Ça finit par en fait se dissiper avec les pluies, les vents, etc. Et ici, c'est l'éruption Eyjafjall. Vous vous souviendrez sûrement, vous êtes peut-être resté coincé quelque part. Et donc, pendant cet événement-là, qui n'était pas en fait, je vais y revenir parce qu'il est intéressant. Alors, avant que j'y revienne, je voulais juste vous montrer ceci. Ce qu'on surveille ici, c'est le SO2 dans les spectres. C'est un signal qui est en général soit très petit, soit absent, mais quand il y a une éruption volcanique, c'est un signal énorme. Donc, il est très, très facile à détecter parce que c'est en gros une zone spectrale où il n'y a pas grand-chose qui se passe.
Et puis tout d'un coup, on a plein de signaux d'absorption du SO2. C'est pour ça qu'on peut faire des figures comme celle-là qui sont assez faciles à faire. Et donc ça, c'est vraiment, c'est un nozzle go qui marche le mieux et qui est très, très robuste. C'est-à-dire que ça ne nous arrive jamais de détecter un volcan quand il n'y en a pas, dans ce sens-là. Par contre, ça nous arrive parfois d'en louper quand il y en a, et je vais vous le raconter pourquoi. Avec Eyjafjall, on l'a loupé le début de l'événement. Donc non seulement on peut détecter le SO2, et c'est intéressant de détecter le SO2 parce que parfois, avant que le volcan n'érupte complètement, il y a du gaz qui sort et on peut donner éventuellement des alertes aux populations locales. Ça ne marche pas toujours parce que parfois le gaz est tellement encapsulé sous le volcan que quand il sort, tout sort à la fois quand tout explose. On peut dans une certaine mesure aussi voir les cendres. Ça, on observe en fait dans ce qu'on appelle la fenêtre atmosphérique, on observe une différence de signal avec ce qui devrait être s'il était à la température normale. Un peu plus difficile à faire, mais maintenant on peut le faire aussi. Et alors, je voulais vous remontrer ce qui s'est passé lors de Eyjafjall. Ah oui, alors avant ça, j'introduis. Donc, il y a eu plusieurs accidents d'avion dans les années 80 liés au fait que les pilotes d'avion sont passés à travers des panaches, des fumées des volcans, sans s'apercevoir qu'ils passaient à travers, parce que l'air n'est pas très dense à ces altitudes, et donc on ne s'aperçoit pas nécessairement qu'on passe à travers de cendres. Par contre, les cendres, elles viennent se coller sur les hélices des moteurs et elles font s'arrêter les moteurs. Si vous voulez voir une vidéo flippante mais intéressante, c'est disponible, je crois, partout. Si vous... Alors, il y a un vol, c'est un vol British Airways, je pense, où il y a la conversation du contrôleur au sol avec le pilote. Et en fait, le pilote, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il est en train de voler, puis ses moteurs s'arrêtent un à un. Et donc, il dit, le truc, je ne l'ai pas mis là parce que ça allait trop long, mais il dit, à la fin, il dit, prepare to ditch, préparez-vous à vous écraser. En fait, il descend, donc il plane, il descend en altitude, ça nettoie les moteurs et il y en a deux qui reprennent, donc il arrive à atterrir, etc. Il ne comprend rien de ce qui lui est arrivé. Et en fait, il est passé au-dessus d'un volcan, alors c'est en Indonésie, donc il est passé sur un des volcans, il y en a plein, plein, plein là. Et après cette aventure-là et une autre qui se sont passées aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait un risque. Et depuis les années 90, il y a une organisation mondiale qui s'appelle, c'est les VAC, VAC, et chaque centre surveille une grande zone. Donc, par exemple, nous ici, on dépend, mais il n'y a pas beaucoup de volcans, ils sont surtout en Afrique, on dépend du VAC de Toulouse, qui fait des sortes de prévisions et qui alerte les pilotes quand il y a une éruption volcanique, ils regardent avec les vents, etc. Et ils sont alimentés comment? Avec les stations sol quand il y en a, mais avec des données satellites quand il n'y en a pas. Il y a plein d'endroits du globe où les volcans sont surveillés que par satellite. Et donc, la chance qu'on a, c'est d'avoir, nous, on peut donner des alertes assez rapidement, puisque, en fait, on a nos données quasi en temps réel, et donc, max 2 heures après que le satellite soit passé, donc au pire 2 heures, mais ça peut être avant, on peut dire une alerte en disant, attention, on voit du SO2, il y a un volcan qui a érupté quelque part. Et donc ça s'est passé, en fait, très exactement pendant Eyjafjall. Au début, alors très bizarrement, on a normalement on reçoit un email dès qu'il y a une concentration de SO2 exceptionnelle. Et ce volcan-là, bizarrement, comme il était couvert de glace, le SO2 a été absorbé dans la glace et on ne l'a pas vu directement. Par contre, on a vu des signaux bizarres dans ce qu'on appelle la fenêtre atmosphérique. Et en fait, ça, c'est les cendres qu'on voit suite à l'éruption volcanique. Ce n'était pas une éruption tellement intense du point de vue des concentrations des cendres ou des gaz. Par contre, elle était hyper mal localisée parce que c'est sur un passage, c'est là où il y a un trafic aérien qui est très, très intense. Et donc, l'instrument ici a fait partie des instruments qui ont été utilisés pour définir justement toute la zone où c'était interdit de voler. Et donc, quand vous avez tous vu des cartes comme ça à la télé, c'était voilà, c'est la carte très exactement, ça couvre en fait les différents panaches. Voilà, et donc ça c'était une des choses qu'on a fait. Après, on surveille ces volcans sur le temps long aussi. Et ici, par exemple, c'est la détection en mode événement exceptionnel de tous ces volcans à partir du signal SO2. Et donc, ils sont tous labellisés ici. Je vais réutiliser ce genre de figure tout à l'heure. On le fait sur plusieurs gaz, en fait, des surveillances automatiques. Et chaque pic ici, il faut qu'on trouve une explication de pourquoi il est là. C'est assez facile à faire sur les volcans, c'est moins facile à faire sur d'autres gaz. Le dernier exemple que je voulais vous montrer, alors j'ai gardé celui-là pour la fin parce que c'est, on va dire, notre poule aux œufs d'or, c'est ça. C'est-à-dire que c'est l'ammoniac qu'on ne pensait jamais pouvoir mesurer depuis l'espace. Et donc l'ammoniac, je vais essayer de vous montrer pourquoi c'est vraiment très intéressant de surveiller l'ammoniac. Et donc c'est les seuls papiers Nature qu'on a, c'est grâce à l'ammoniac parce qu'on ne pensait pas pouvoir le surveiller. Et après, on peut faire plein de trucs avec, quoi.
Alors, la chance qu'on a, c'est que ça absorbe l'ammoniac. Ça, c'est les petits traits en rouge qui sont à l'envers parce qu'elles sont là en émission. C'est de l'ammoniac qui ne sont pas toujours en émission. C'est un peu long d'expliquer pourquoi, mais ça dépend de la température du sol et de la température qui fait juste au-dessus. Et donc là, vous retrouvez la bande de l'ozone. Mais l'ammoniac, c'est un tout petit signal, à peu près de l'ordre de grandeur du bruit du satellite, mais qu'on voit quand même dans certaines situations. Donc, on ne voit pas l'ammoniac partout tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est un gaz qui est présent en concentration assez faible par rapport à d'autres molécules que je viens de citer, comme le monoxyde de carbone, l'ozone, etc. Les concentrations sont faibles. Pourquoi? Parce que c'est un gaz très réactif. Il reste quelques heures, au mieux un jour dans l'atmosphère. Alors au début, quand on a eu ce signal-là, parce que nous, on est complètement influencé par tout ce qu'on connaît. Donc, qu'est-ce qu'on connaît, nous? On travaille sur la pollution, donc on va regarder au-dessus des villes. Et en fait, au-dessus des villes, on ne voit rien de tout ça. On l'a vu par hasard au-dessus d'un feu. On s'est dit, tiens, c'est quoi cette molécule? On est allé voir dans les bases de données. On s'est dit, tiens, de l'ammoniac. Pourquoi il y a de l'ammoniac? OK, il y a de l'ammoniac dans les feux. Il y a tellement de trucs dans les feux qu'on n'était pas plus surpris que ça. Après, comme on voyait très très bien ce signal-là, on a fait une carte au-dessus de l'Europe. Ça, c'est vraiment la carte d'origine. Et on s'est aperçu que c'était ça. On s'est dit, mais c'est bizarre, c'est pas les villes qu'on voit là, en fait. On voit pas Paris. On s'est dit, mais c'est quoi? Vallée du Pô, là, c'est quoi? Et puis en fait, en creusant, en se documentant, etc., le Nil, on voit super bien la vallée du Nil, on s'est aperçu que c'était lié à l'agriculture en général, soit épandage d'engrais intensifs, soit élevage d'animaux intensifs. Et donc, tous ces points rouges qu'on voit, là, vous voyez, c'est toutes les cultures de tulipes, etc., qu'il y a aux Pays-Bas. La vallée du Pô, en fait, c'est une zone très, très, très polluée. Et comme c'est entouré de montagnes, la pollution reste coincée là. Donc, c'est à la fois épandage d'engrais, industrie, etc., là. Et donc, tous les endroits où il y a du rouge, là, c'est qu'il y a des émissions importantes d'ammoniac. Seule fois qu'on a une couverture dans un magazine intéressant, c'était sur ça. Et donc ça, enfin, on avait trouvé un truc que personne n'avait jamais vu et qu'on voyait très, très bien. Alors, en plus, l'ammoniac, on le voit particulièrement bien parce qu'il absorbe à un endroit où on n'est pas trop embêté par les autres molécules, en fait. Alors ça reste encore maintenant la molécule qui fait travailler plus de gens. Il y a 5 personnes à temps plein là-dessus. Pourquoi c'est intéressant aussi l'ammoniac? Donc ça, c'est une image de Paris avec la tour Eiffel dans le brouillard. Eh bien, parce que l'ammoniac, il va se dégrader dans l'atmosphère assez vite et se transformer en particules, normalement différentes compositions de particules, mais avec de l'ammonium quelque chose, ammonium sulfate ou ammonium nitrate. Et tous ces épisodes de pollution qui se produisent au printemps, typiquement à cette période-ci, s'il faisait beau comme maintenant et que ça reste pendant 2 semaines, on va se retrouver avec Paris comme ça. Et ça, c'est pourquoi? Parce qu'il fait beau, donc il y a des épandages d'engrais dans les champs autour de Paris. Les vents transportent, enfin l'ammoniac se dégrade, ça transporte les particules au-dessus de Paris et Paris se retrouve comme ça. C'est très difficile à anticiper avec les modèles de qualité de l'air habituels, mais parce que ça dépend de quand il y a les épandages dans les champs. Il n'y a pas de lien, en fait, ce n'est pas une climatologie qui donne quand il y a les épandages. Par contre, on peut les surveiller par satellite. Donc, nous, on voit, en fait, quand il y a des concentrations élevées d'ammoniac et on peut faire le lien avec la pollution. Par contre, le système ne marche pas encore dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore maintenant d'assimilation de données qui permet de contraindre les modèles avec les épandages dans les champs qui auraient eu lieu et qui permettraient de prévoir ces épisodes de pollution. Mais ça commence à s'organiser. Alors, la même chose que tout ce que je viens de vous raconter, mais à l'échelle du globe, parce qu'on a des mesures partout et tout le temps. Et donc ça, il y a un gars qui a travaillé, alors la carte, ça a l'air de rien comme ça, mais ça représente le travail de... Oui, pardon. Ça représente le travail d'un postdoc pendant 1 à 2 années. Et donc, ce qu'il a fait, c'est identifier tous les petits points rouges qu'on voit là, ce qu'on appelle les hotspots. Il a identifié partout d'où ça venait, trouver une explication pour chaque point rouge de pourquoi il y a des émissions d'ammoniac à cet endroit-là. Il y a des zones où c'est assez facile, et vous voyez que le nord de l'Inde, par exemple, il y a tellement de trucs combinés, il y a des industries, il y a de l'élevage intensif, il y a des pendages de fertilisants, et donc il y a des endroits où c'est trop dense, on ne peut pas discriminer les sources. Par contre, voilà, vous avez la taille là des flux d'ammoniac estimés. On a identifié en fait 3 classes d'émissions d'ammoniac, mais soit liées à l'agriculture, que ce soit l'épandage d'engrais ou l'élevage intensif d'animaux, soit les industries, et en général c'est des usines de fertilisants, et ça fuit en fait, on voit de l'ammoniac qui fuit. Et une source naturelle, j'y viendrai tout à la fin. Et donc, dans chaque cas, Google Earth, il met sa carte d'ammoniac sous Google Earth, il zoome, et il regarde ce qu'il y a en dessous. Et donc, on a, voilà, ça c'était le deuxième papier Nature sur l'ammoniac, c'était celui-là. Et donc, je vous montre 2 exemples. Alors, d'abord, un premier exemple, je vais zoomer sur ce petit point-là, le petit point rouge ici. C'est à la frontière entre le Wyoming et le Colorado. Et
on zoome, et donc vous voyez là une zone rouge pleine d'ammoniac, on change un peu la transparence de couleur pour essayer de voir ce qu'il y a en dessous. On continue de zoomer, là vous distinguez pas encore, tiens, là il y a un truc qui apparaît. Et en fait, ce sont des élevages intensifs de vaches avec des centaines et des centaines de vaches comme il y a beaucoup à ces endroits-là. Et donc ça, urine de vache égale détection d'ammoniac. Donc juste, si vous ne voyez pas ce que c'est l'ammoniac, si vous allez faire pipi la nuit et que vous ne tirez pas la chasse, c'est l'odeur de l'ammoniac, c'est ça en fait. Et voilà, des milliers de vaches rassemblées sur un endroit, ça fait des émissions d'ammoniac importantes. Un autre exemple, je vais vous montrer une usine d'engrais. Ici, on est en Ouzbékistan. On va zoomer sur la vallée de Fergana, mon point rouge ici. On change un peu la transparence pour voir mieux. Hop, on zoome encore un coup. Et voilà, ça, c'est un énorme complexe industriel qui fabrique des engrais. Voilà, il y a ça, 400 sources. Et évidemment, 300 de ces 400 sources étaient complètement inconnues avant. Pourquoi? Parce que les pays, quand ils donnent des inventaires d'émissions, tout ça n'est pas bien connu. Et c'est ça l'avantage des données satellites, si je peux faire un lien avec la société en général, c'est que maintenant, on peut vraiment surveiller ce que les pays émettent. Et donc, il n'y a plus beaucoup de pays qui inventent des données d'émissions pour toute la surveillance des gaz climat, etc., parce qu'on peut surveiller beaucoup par satellite maintenant. Et ça marche assez bien. La seule source naturelle, c'est celle-là. On ne trouvait pas d'explication. C'est ici, c'est la Tanzanie, sur le lac Natron. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait de manière récurrente en fait, des flamants roses qui venaient à cet endroit-là. Et c'est les déjections des flamants roses qu'on voit. En fait, c'est la seule source qu'on ait trouvée où on n'avait pas d'explication, ou agriculture ou industrielle. OK, on a cette carte, elle est en ligne. En fait, si jamais ça vous amuse, vous pouvez aller zoomer comme je viens de le faire. Et donc, voilà, il y a des petits codes qui disent exactement quelle est la source à différents endroits du globe. Et donc, ça, c'est de loin notre papier le plus cité. Et depuis, les données, elles sont téléchargées. Enfin, les données sont en ligne aussi. Donc, si les gens, les étudiants quoi, veulent faire des cartes d'ammoniac, ils peuvent. Et ça, il y a plusieurs téléchargements par jour du jeu de données. Donc ça, c'est vraiment en particulier les Asiatiques qui téléchargent les données tout le temps parce que vous voyez le problème. En Inde et en Chine, en fait, c'est des concentrations vraiment super élevées. Et comme c'est lié directement aux particules, il y a un intérêt qui est important. Je ne vous ai pas encore expliqué une chose, c'est ce qu'on appelle le pixel, c'est-à-dire l'empreinte au sol du satellite, c'est à peu près 12 km. Alors, il faut savoir que quand on passe tout le temps au même endroit, le pixel, ce n'est pas toujours exactement au même endroit. Donc, il va être le lendemain, il va être là, le surlendemain, il va être là. C'est tout le temps un peu décalé. Et donc, quand on passe tout le temps au même endroit avec le satellite, mais pas exactement au même endroit, on peut faire des sortes de moyen-âge intelligent. On exploite vraiment la superficie réelle du pixel. Et quand on fait ça, on parvient, au lieu d'avoir une résolution horizontale qui est à peu près 12 km, on parvient à descendre jusqu'au kilomètre. Donc, on appelle ça super sampling dans notre jargon. Et si on veut même optimiser ça, on tourne les pixels en fonction d'où vient le vent pour être sûr d'enlever un peu l'effet, parce que ce qu'on voit, c'est près du sol, mais parfois, ça peut être jusqu'à 1 ou 2 km d'altitude aussi. Et donc, si on corrige avec les vents, on a encore une meilleure résolution spatiale. Je vous montre ce que ça donne. Ça, c'est un jour d'observation de mesure. Ça donne à peu près ça. 2 jours d'observation de mesure, ça donne ça. On est sur le delta du Nil, là. Hein. Ça, c'est 1 mois de mesure. Ici, je suis à 1 an de mesure. Et donc là, comme on a 15 ans de données satellites, là, je vous montre 10 ans. Et là, on voit super bien le delta du Nil. Et tout tout veut dire quelque chose. Donc, par exemple, le petit point jaune là, ça veut dire qu'il y a un élevage ou une industrie, etc., à cet endroit-là. Et donc ça, quand on moyenne, au début, c'est super bruité. Ça, c'est plein de bruit, en fait. Vous voyez bien, c'est des points rouges, des points oranges, etc. Plus on moyenne sur le temps et plus on enlève du bruit, plus on augmente la fiabilité du signal. On a cherché aussi d'autres applications qu'on pouvait faire. On peut surveiller, par exemple, ce qui se passe dans les pays en guerre. On n'a pas encore fait pour l'Ukraine, mais on va le faire aussi. Ici, par exemple, ça c'est une étudiante en thèse qui a fait ça. On a comparé, donc là, il y a un zoom sur la Syrie, et on compare une zone où il y a beaucoup d'épandage d'engrais pour différentes années. Et donc, on peut faire la corrélation, en fait, avant la guerre, pendant le siège, quand il y a des attaques, etc., où on voit carrément les épandages qui disparaissent. Donc, il y a plus... il y a d'autres priorités que de faire des cultures. Et donc, on peut directement relier en fait toutes les émissions d'ammoniac liées à l'épandage d'engrais aux différentes périodes de siège ou de périodes plus calmes. De la même façon, mais elle a été un peu surprise par ça. À l'inverse, on avait des moments où il y avait plus d'émissions d'ammoniac. Et en fait, on s'aperçoit que quand les Kurdes, par exemple, ont commencé à s'installer dans le nord de la Syrie, eh bien, ils ont fait
d'exploitation massive des cultures. Et donc là, on a des émissions d'ammoniac plus élevées qu'on peut surveiller aussi. Un autre exemple, je vous avais dit que je reviendrais à l'événement de confinement. Donc ça, c'était une expérience grandeur nature super intéressante qu'on a pu faire aussi pendant le confinement. Donc typiquement, on a aussi des instruments qui font des mesures au sol, c'est les surveillances air-parif, etc., de routine. Donc ça, c'est une surveillance de routine des particules, c'est pas nous qui faisons ça, c'est un instrument qui le fait. Normalement, en particules, il peut y avoir plein de sources de particules. Donc le trafic automobile est une source, le chauffage est une source, les industries environnantes sont une source aussi, les épandages d'engrais dans les champs sont une source. Donc normalement, on a un mélange de tout ce qui est automobiles, beaucoup, avec tout ce qui est ammoniac, etc., qui est lié à l'épandage dans les champs. Ici, le trafic automobile, après le premier confinement, chute. Donc, vous avez ici le traceur de NOx. Donc, tout le monde s'attend à ce que la pollution au-dessus de Paris baisse. Eh bien, pas de chance. Juste après le début du confinement, la pollution, elle est super élevée. Donc, ici, on a les seuils de particules. Il y a un premier pic ici, le premier week-end du confinement, un deuxième pic super intense ici, le deuxième week-end. Donc, Paris qui ressemble à ça alors qu'il n'y a plus de voitures et il n'y a personne qui comprend rien. Et en fait, à ce moment-là, ben, comme il fait beau et que voilà, épandage d'engrais dans les champs, ça c'est les mesures par satellite, épandage massif, pas seulement autour de Paris, mais partout aux Pays-Bas et dans les pays environnants, tout ça est porté par les vents. Et donc, si on regarde ici, c'est une détection qu'on a sur le toit à Jussieu d'un instrument indépendant. Et on voit que quasi tout le signal en particules peut être expliqué en fait par les augmentations les augmentations d'ammoniac liées à l'épandage d'engrais dans les champs à ce moment-là. OK, je vais encore vous montrer ça sur l'ammoniac. On peut aussi dériver des tendances à l'échelle globale. Ça, c'est la carte de tendance au bout de 10 ans. En fait, la réglementation sur l'ammoniac, il y a une réglementation au niveau de l'Europe, mais elle est difficile à faire appliquer. Et c'est un des seuls polluants qui continue à augmenter. Vous savez que dans toutes les villes européennes, les polluants ont plutôt tendance à baisser. Pourquoi? Lié à tous les pots catalytiques qu'on met sur les voitures, etc. Ici, l'ammoniac, il a tendance à augmenter, en tout cas en Europe, en Amérique du Nord et en Asie aussi. Et on a ici les pourcentages d'augmentation par pays. Et donc, en Europe notamment, les réglementations vont devenir plus contraignantes. Alors, je termine juste encore quelques minutes sur une découverte inattendue. Donc, c'est lié au volcan sérendipité, j'aime bien ce mot. L'année passée, il y a ce volcan Onga Tonga qui a érupté. Et donc, comme il érupte, moi, je reçois une petite alerte automatique pour que c'est la même que c'est laquelle les pilotes peuvent s'abonner. Donc, c'est l'alerte par email qui dit un volcan érupté. Sachant, les volcans, il y en a partout et tout le temps. Il y a des petits volcans, il y a des gros volcans. Mais ça, typiquement, moi, je vais regarder deux chiffres. Je vais regarder le nombre de pixels, c'est-à-dire l'empreinte au sol, le nombre. Et je vais regarder un ordre de grandeur du chiffre ici. Si c'est typiquement, si c'est 2, 3 Kelvin, c'est un petit volcan. Si c'est 30 Kelvin, c'est un grand volcan. Donc là, je vois ça passer. Pour moi, c'est un petit volcan. Je ne fais pas très attention. Mais en fait, je n'ai pas tilté que c'était un volcan sous-marin. Et donc, de la même façon que la glace arrête le SO2, l'eau arrête beaucoup le SO2 aussi. Et donc, en fait, c'est un énorme volcan, sauf que sur nos alertes, on ne l'a pas vraiment détecté. Alors, premier problème. Deuxième problème, on a un truc automatique qui estime la concentration du SO2. Alors ça, c'est un panache, on va dire, standard d'un volcan qui émet du SO2. Mais il y a tout de suite, on a aussi une estimation de l'altitude d'émission. Et nos altitudes, je n'ai jamais vu un volcan qui dépassait 25 km d'altitude depuis que l'instrument vole. Et là, vous voyez que l'échelle de couleur, elle va dans les verts, c'est au niveau 30. Et en fait, ça sature complètement l'échelle de couleur. Donc là, il y a un truc qui ne va pas. On se dit, mais pourquoi l'algo ne marche pas là? En fait, après, il y a eu plein d'études qui ont montré que l'éruption est tellement dégage jusqu'à 57 km d'altitude, donc 2 fois plus que tout ce qu'on connaît d'habitude. Alors ça donne quand même un intérêt. Déjà, il faut qu'on corrige nos algos parce que déjà, ça ne va pas que le max soit à 25 alors qu'il y en a qui vont jusqu'à 50. Et puis, je vois passer ça, je ne suis pas très réseaux sociaux, mais je vois passer ça sur les réseaux sociaux. Et donc, ça, c'est une perturbation vue par un autre instrument infrarouge américain, mais qui est en orbite géostationnaire. Donc, il voit tous les 10 minutes et il voit cette onde en fait, qui se déplace. Et je me dis, tiens, qu'est-ce qu'on peut voir avec notre instrument? Bon timing, parce qu'à ce moment-là, il y a une fille qui termine sa thèse et qui a justement les images que je vous ai montrées de température, c'était ça. Elle a son réseau algo, réseau neurone, etc., qui marche. Il suffit qu'elle appuie sur un bouton et qu'elle... Elle passe une partie de sa nuit à regarder ça. Et alors, on a cette super image. Première fois que je voyais ça avec l'instrument YASI, c'est juste la perturbation en température
Et vous voyez qu'en fait, on voit aussi ici un signal comme une onde. En fait, le volcan est tellement puissant, c'est comme si vous balancez un caillou dans l'eau, il y a une onde qui se déplace. Ici, c'est ce qu'on voit, c'est la perturbation en température. On ne comprend pas complètement ce qu'on voit. J'y connais rien en ondes, mais quand je vous dis rien, moi, je me dis, OK, l'image est chouette, je vais la poster parce que tout le monde pose des trucs et voilà, je ne suis pas très réseaux sociaux, mais je sais quand même comment on fait. Et j'écris un titre et j'écris shockwave parce que moi, je ne sais pas, c'est une shockwave. Pour moi, un truc, une onde qui se propage, je me dis que c'est ça. Je reçois, mais je ne blague pas là, 50 emails illico qui me disent mais non, c'est pas une shockwave, c'est une onde de Limbe, mais non, c'est une onde de gravité, mais non, c'est blablabla, etc. Bon, moi, je connais rien en ondes, et ok, chaque fois, je réponds gentiment en disant oui, mais aidez-moi à décrypter ce qu'on voit. On ne sait même pas à ce moment-là, parce que c'est toute l'atmosphère intégrée, on ne sait même pas à quelle altitude est cette perturbation. On affine un peu le truc en regardant les jacobiens que je vous ai montré tout à l'heure, etc. On s'aperçoit que c'est vers 30 km d'altitude, donc déjà, on se dit ouais, ok, c'est beaucoup plus haut que ce qu'on pense. Et puis, grâce à ça, en fait, on s'est connecté à des autres chercheurs. Je connaissais absolument pas tous ces gens, mais tous ces gens sont des spécialistes des ondes, et notamment ces Anglais-là, que je connaissais pas avant. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est un super chouette papier. Ils ont regardé depuis la surface, pris plein d'instruments qui mesurent la surface, des instruments qui mesurent la troposphère, les instruments satellites qui voient bien la stratosphère, en tout cas les variations de température, etc., jusqu'au GPS, au même détecteur qu'on utilise pour les GPS qui vont jusqu'à vers 100 km. Ils ont fait une combinaison, tout ça pour comprendre qu'il y a deux types d'ondes qui se mélangent. Ça, c'est ce qu'on a compris après en bossant tous sur ce truc-là. Il y a la première onde de choc du début de l'éruption qui est comme, voilà, c'est une onde de choc qui se propage. Et après, il y a toutes les ondes liées au fait qu'il y a une colonne de gaz qui s'échappe entre la surface et qui va perturber l'atmosphère tout aux alentours. Et donc ici, il y a deux types d'ondes qu'on voit. L'onde de choc du départ, c'est difficile à montrer sur le graphique parce que moi, je vois les choses saccader toutes les 10 minutes. Et les ondes successives liées, voilà, c'est l'onde de choc du départ, c'est une onde de Limbe. Et puis les ondes successives, c'est des ondes de gravité, comme ce qu'il y a au-dessus des reliefs, des montagnes, etc. Et alors, ça continue, en fait, parce que encore maintenant, ça, c'est l'atmosphère en tranche, avec des... Voilà, c'est une échelle de temps qui s'étend depuis l'été jusqu'à la fin de l'hiver ici. Et on a toujours une perturbation des températures, donc il fait plus froid que d'habitude à cet endroit-là. Et c'est parce qu'il y a de la vapeur d'eau qui a été émise directement dans la stratosphère. On n'a jamais vu ça non plus. Donc, il y a de la vapeur d'eau qui se balade là-haut. Et donc, la stratosphère est un peu plus froide que d'habitude. Je termine par un petit mystère, mais ça, vous pouvez cogiter. Dans tous les gaz qu'on mesure, il y a C2H4. Et C2H4, je n'ai pas eu le temps de le dire, mais on a fait à peu près la même chose que pour l'ammoniac, c'est-à-dire essayer de cibler des endroits, de comprendre ce qu'il y avait en dessous. On zoome sur Google Earth et on voit des complexes industriels, etc. Donc C2H4, chaque fois qu'il y a des grands feux, on voit le CO2H4. Chaque fois qu'il y a un complexe industriel, on voit le C2H4 en dessous. Après, il y a un endroit du globe. Donc, on peut faire des détections d'événements exceptionnels, c'est toujours C2H4. Comme ici, il y a tous les grands feux, tous les pics, c'est soit des gros complexes industriels qui émettent, soit des trucs. Après, les lignes qui sont en rouge, là, on n'a trouvé aucune justification. Et donc, il y a un endroit dans le globe, c'est ici, en la frontière Iran et Irak, où on ne trouve pas ce que c'est. C'est-à-dire, on voit en dessous, il n'y a rien, mais épisodiquement, il y a des émissions de C2H4 importantes. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a des chimistes dans la salle, s'ils peuvent donner un début d'explication. Toujours à cet endroit-là du globe, il y a de temps en temps des émissions importantes. Voilà, je vous ai fait un petit tour un peu de tout ce qu'on fait. Donc, soit il y a... Tout ça est disponible sur une base de données qui s'appelle AERIS. Si vous voulez donner des travaux pour les étudiants et tout ça, c'est disponible. Donc, soit on peut faire des cartes globales en surveillance de routine, soit on peut faire des cartes d'événements exceptionnels, comme je vous ai montré pour les feux, les volcans, etc. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a une continuité dans ces missions satellites. Donc, ça, c'est les 3 premiers YASI. La suite, et ça nous a demandé beaucoup de boulot ces dernières années, c'est le programme YASI New Generation qui va voler. Alors, c'est plus juste parce que ma slide est un peu datée, mais maintenant, ça dérive comme ma mission satellite avant, hein, ça dérive d'1 an chaque année. Donc, heureusement, on a donné à analyser, mais c'est un côté déprimant. Donc là, pour l'instant, c'est 2025, mais il y en aura 3 à nouveau. Et surtout, il y a un autre instrument qui s'appelle l'IRS qui fonctionne sur le même principe et qui va voler en orbite géostationnaire. Et juste pour terminer, c'est ma dernière slide. C'est intéressant
aussi de relativiser en se disant, ben voilà, ça donne plein de boulot à plein de gens, ces missions satellites. Est-ce que c'est cher? Donc, vous avez tous, à travers après le coût de 37 km d'autoroute, à peu près 4 heures de fonctionnement de la sécurité sociale. Bon, après les chiffres, un quart des dons pour Notre-Dame de Paris. Le plus intéressant, c'est la prime de Kylian Mbappé. C'est à peu près le même montant que la prime de Kylian Mbappé. Ça permet de relativiser, voilà, le coût. Et puis qu'elle bouge. Voilà. On n'a pas le détail, quoi. Donc oui, 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 peut-être. C'est ce que je pense que c'est un truc comme ça, mais je sais pas quoi. Ouais. Oui, merci beaucoup pour cet exposé vraiment très, très intéressant. J'avais une question, en fait, j'ai pas bien compris comment on déterminait le profil de température en fonction de l'altitude, l'histoire des Jacobiens, si vous pouvez réexpliquer. Oui, alors je vais remettre la slide. Hop. Voilà. Donc en fait, le CO2, il y en a plein partout dans l'atmosphère. Et donc, en fonction de ces bandes d'absorption, il est plus ou moins sensible à différentes altitudes. Et donc, il y a des endroits, quand on va être au sommet d'une raie, on va être, par exemple, vers 20-25 km d'altitude. Ça, c'est typiquement ce qui est ici, dans les pics. Ici, on est au sommet des raies et donc on est haut dans l'atmosphère. Et donc, ça dépend un peu de la forme de la raie, de quel... Alors, chaque raie, il y a plusieurs canaux dedans. Et donc, si je prends par exemple ici un bord de raie, sur la bande ici, je suis plus bas dans l'atmosphère. Et donc, ce que ça donne, c'est en gros un truc comme ça, où on a, ben voilà, là, si je prends 100 points sur cette bande-là, ça correspond, voilà, ici, on est plus haut dans l'atmosphère, donc ça va être des points plutôt ici, ici ou ici. Si on est plus bas dans l'atmosphère, ça va être sur les ailes de raie ici, ou plus ici vers les bords, mais celui-là, c'est haut dans l'atmosphère. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on devine l'altitude. Ben, on peut tracer des fonctions comme celle-là qui disent, bon, typiquement, si je prends une des fonctions, je vais en prendre une par exemple ici en plein milieu, ça veut dire que celle-là, par exemple, je prends son sommet, l'altitude est à peu près entre 10 et 100 hectopascales, avec voilà, la probabilité max, c'est à cette altitude-ci. C'est plus clair. C'est difficile à expliquer en fait avec les mains, ces équations, hein, donc voilà. Ça donne une sensibilité. Les autres gaz, il y en a où on ne peut pas du tout deviner l'altitude. Bah, par exemple, les gaz qui absorbent très faiblement, ce qu'on inverse, c'est une colonne totale. C'est-à-dire on sait qu'il y a une concentration de gaz, on ne sait pas où il est situé dans l'atmosphère. Oui, du coup, est-ce qu'avec l'ammoniac, vous pourriez suivre les grosses migrations d'animaux? Ah, c'est une bonne question. Oui, mais il faut un gros troupeau d'animaux. Donc, oui, par exemple, si les vaches que je viens de montrer se mettaient à se déplacer, on les verrait, parce qu'on le voit très bien, en fait. Donc, oui. Alors, par exemple, si on pense aux ours polaires sur les pôles, etc., on ne voit pas bien quand il fait froid. Et donc, ceux-là, c'est mal. Il faut un endroit où il fasse suffisamment chaud. Oui, mais merci pour votre exposé, c'est passionnant. J'ai deux questions, j'ai oublié la première, donc c'est pas très grave. La deuxième, Je vais pas pouvoir y j'espère que je ne l'ai pas répondre. oubliée. Oui, vous avez plusieurs cartes où l'impression que ça donne, c'est que la plupart des points ont été retirés et on suit des choses. Et comment vous faites ce choix? C'est quelque chose d'automatisé? Qu'est-ce qu'on voit en fait? Alors, par exemple, ici, Non, pas non. celle-là. Il y en a certaines où la plupart. Mais je peux donner. Voilà, par Ouais. exemple ici, on a Ouais. l'impression que la plupart des Alors, pixels ont été c'est une masqués. bonne question. Je vais essayer de trouver une carte où j'ai une échelle de couleurs. Voilà, c'est là, il y a une échelle de couleurs. Oui, Ouais. ça, c'est un bon exemple. En fait, on cherche souvent des façons de représenter les choses de manière visuelle. Et donc, par exemple, ici, mon échelle, elle n'est pas à zéro. Donc, le monoxyde de carbone, il y en a partout, mais avec des concentrations plus ou moins élevées. Donc, typiquement, ici, mon échelle 1 et 2, je n'ai pas tracé parce que sinon, tout le fond de ma carte est jaune et on voit beaucoup moins bien. Donc, on a mis exprès l'échelle de couleur qui commence à une certaine valeur. Et souvent, on doit jouer sur ça, sur nos échelles de couleur. Sinon, on voit beaucoup moins bien que ça, en fait. D'accord. Typiquement. J'ai retrouvé ma deuxième question, Ouais. si je peux. J'ai pas très bien compris aussi comment vous mesuriez, enfin pourquoi vous mesuriez la température avec le CO2, parce que vous partez d'une loi de Planck, donc vous l'avez la température naïvement. C'est la température au sol.
que Ah, j'ai d'accord. avec la loi Donc, de vous Power. pouvez avoir la température à Moi, chaque ouais, altitude. ouais. D'accord. Avec le soleil. Là, on l'a entre 0 et 30 km à chaque kilomètre à peu près. D'accord. Donc, Merci. oui, la température au sol, c'est le truc le plus facile à faire et on l'a super bien. C'est pour ça qu'on a des belles images comme celle que j'ai montrée. Voilà. Donc, ça, par exemple, c'est voilà, ça, hyper facile à faire. Hein. C'est un point sur le spectre, ça fait une image comme celle-là. Ça doit être moyenné sur 3 jours pour enlever les nuages, mais sinon, super facile à faire ça. Merci beaucoup pour cet exposé. Je voulais revenir sur NH3 Oui. et les aspects peut-être un peu sociétaux. Est-ce que vos cartes permettent d'avoir une influence sur l'industrie enfin, sur les agriculteurs et sur les autorités, justement pour essayer de diminuer certaines choses ou pas? Alors, c'est une bonne question. Il faut savoir que souvent, quand on publie des cartes comme ça arrive qu'on ait des emails d'agriculteurs qui disent arrêtez de nous montrer du doigt, il y a d'autres facteurs de pollution, etc. Moi, c'est pas vraiment mon boulot, ça. Donc, nous, on fait les cartes et on explique ce qu'on voit. Après, il faut que d'autres personnes s'en emparent. Par contre, ce que je disais tout à l'heure, on est connecté maintenant aux gens qui font de la modélisation régionale. Et donc, quand ils sont à côté de la plaque pour leur pic de pollution, on leur dit ouais, mais c'est parce que vous n'avez pas intégré les épandages d'ammoniac. Et regardez, on a les valeurs, vous pouvez le faire, quoi. Donc, ça commence à s'organiser. Mais donc, je dirais, enfin voilà, ça marche pas encore très bien, mais quelque part, c'est pas mon boulot à moi de faire ça. Il faut que les gens qui fassent des modèles, etc., s'emparent de ça. Et les agriculteurs, par exemple aux Pays-Bas, ils ont reçu. Alors, les scientifiques qui travaillent sur l'ammoniac ont reçu des financements, mais à un point incroyable, pour justement aider les agriculteurs à surveiller quand ils épandent des engrais. Il y a différents moyens de le faire qui émettent plus ou moins d'ammoniac. Et donc, tous les Pays-Bas, le réseau de détection d'ammoniac est super bien fichu. L'instrument qu'on a sur le toit de Jussieu, par exemple, on l'a acheté aux Pays-Bas parce qu'ils sont très en avance, parce que vous avez vu les cartes, en fait, ils ont plein de problèmes de pollution à l'ammoniac. Donc, je pense que c'est en train d'arriver en France, en fait, mais c'est un petit peu plus lent qu'ailleurs. C'est un petit peu moins pollué qu'ailleurs aussi. Moi, j'ai une question un petit peu analogue. Comment vous diffusez donc, dans le milieu scientifique, mais au-delà, le grand public, je ne sais pas, les agences internationales, etc. Vous et vos collègues, je sais pas ouais, combien. comme on peut, un peu comme j'imagine chacun de vous, c'est-à-dire que quand il y a typiquement, s'il y a un pic de pollution à Paris, on va sortir une carte d'ammoniac et dire, voilà ce qu'on voit pour l'ammoniac. Après, ouais. Oui, mais nous, enfin, Air Paris, ils ont une mission de service public. Nous, on n'a pas ça. Donc, nous, on montre ce qu'on a de temps en temps. Mais la carte que je vous ai montrée, qui est disponible en ligne, où on peut zoomer et regarder les sources d'ammoniac, je ne pense pas qu'il y ait systématiquement tous les pays qui regardent les sources. Enfin, je pense, voilà, elle est plus ou moins utilisée par certains. Mais c'est en train d'arriver, hein, parce que comme c'est le polluant, le seul qui continue à augmenter de manière importante en Europe, par exemple, je pense que comme il y a une réglementation qui existe en Europe, voilà, je pense que ça va prendre. Mais c'est vrai que moi, je ne vais pas démarcher les agences de qualité de l'air en disant regardez nos données comme elles sont chouettes. C'est pas notre boulot en fait. Ouais. Merci pour la présentation. J'ai une question sur les CFC. J'ai lu dans les journaux que ça a commencé à augmenter dans les années récentes et qu'on ne sait pas d'où viennent ces émissions. Est-ce qu'avec vos données, vous arrivez à localiser? Alors, j'ai vu ça hier. C'est sorti hier, hein, ce truc-là, je crois, non? Non, depuis une année, on en parle. Non. Alors, hier, il y a un papier qui est sorti, Nature ou Science, je ne sais plus, avec des augmentations de CFC. Donc, ça dépend lesquels. Les anciens CFC, CFC 11, CFC 12, etc., ils sont en chute libre et on les voit avec le satellite. Et donc, ça, on surveille qu'effectivement, ils baissent. Les nouveaux, on commence à les voir qui apparaissent, mais c'est difficile, c'est un tout petit signal. Et en plus, comme ça reste très longtemps dans l'atmosphère, c'est un peu comme le CO2, c'est des signaux très, très stables. Donc, ce n'est pas l'idéal à mesurer par satellite parce que c'est un signal très stable qui est donc très sujet au bruit, etc. Mais donc, on peut voir des tendances long terme. On le fait pour les anciens CFC pour surveiller qu'ils baissent et les nouveaux pour surveiller que, voilà. Mais c'est quand même pas l'instrument n'est pas conçu pour ça. Il vaut mieux prendre des stations sol pour ça, ça marche mieux. Donc, merci beaucoup pour cet exposé. Je voulais savoir les données, est-ce que vous les conservez sur beaucoup d'années pour être capable de regarder des évolutions long terme, donc sur tous les points du globe finalement? Oui, c'est une bonne question. Donc oui, jusqu'à il y a 3-4 ans de ça, on faisait beaucoup de détection d'événements, etc.
Là, quand on a dépassé 10 ans de données, on s'est dit, oui, maintenant, on va essayer de faire des tendances. Et donc, oui, on conserve bien toutes les données. La difficulté, ça a été, comme on a plusieurs millions d'observations par jour et qu'on s'est amélioré au cours du temps, les données récentes, à un moment, étaient meilleures que les anciennes données. Et donc, la difficulté, et on ne l'a pas encore fait pour tous les gars, c'est d'avoir une archive cohérente dans le temps. Donc, on l'a fait maintenant sur l'ammoniac, on l'a fait sur le monoxyde de carbone, mais ce n'est pas encore fait sur toutes les molécules parce qu'il faut tout faire tourner en arrière. Et 2 millions et des d'observations par jour à faire retourner en arrière pendant 15 ans, c'est du temps de calcul pas possible, quoi. Mais on l'a fait sur certaines molécules et ça, c'est relativement nouveau. Donc, nos derniers papiers, c'était sur ça, sur les tendances, parce qu'on peut enfin le faire proprement maintenant. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Je ne sais pas si on nous entend. Pour l'instant, non, mais Bon. Bien, donc, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci aussi. Arrête l'enregistrement.